Chapitre 28. Législation sanguinaire contre les expropriés à partir de la fin du XVe siècle. Loi sur les salaires. La création du prolétariat sans feu ni lieu, licencié des grands seigneurs féodaux et cultivateurs victimes d'expropriations violentes et répétées, allait nécessairement plus vite que son absorption par les manufactures naissantes. D'autre part, ces hommes, brusquement arrachés à leurs conditions de vie habituelles, ne pouvaient se faire aussi subitement à la discipline du nouvel ordre social. Il en sortit donc une masse de mendiants, de voleurs, de vagabonds. De là, vers la fin du XVe siècle et pendant tout le XVIe, dans l'ouest de l'Europe, une législation sanguinaire contre le vagabondage. Les pères de la classe ouvrière actuelle furent châtiés d'avoir été réduits à l'état de vagabonds et de pauvres. La législation les traita en criminels volontaires. Elle supposait qu'ils dépendaient de leur libre arbitre de continuer à travailler comme par le passé et comme s'il n'était survenu aucun changement dans leurs conditions. En Angleterre, cette législation commence sous le règne de Henri VII. Henri VIII, 1530. Les mendiants âgés et incapables de travail obtiennent des licences pour demander la charité. Les vagabonds robustes sont condamnés au fouet et à l'emprisonnement. Attachés derrière une charrette, ils doivent subir la fustigation jusqu'à ce que le sang ruisselle de leur corps. Puis, ils ont à s'engager par serment à retourner, soit au lieu de leur naissance, soit à l'endroit qu'ils ont habité dans les 3 dernières années, et à se remettre au travail, entre guillemets, to put himself to labor. Cruelle ironie, ce même statut fut encore trouvé trop doux dans la 27e année du règne d'Henri VIII. Le Parlement aggrava les peines par des clauses additionnelles. En cas de première récidive, le vagabond doit être fouetté de nouveau et avoir la moitié de l'oreille coupée. À la deuxième récidive, il devra être traité en félon et exécuté comme ennemi de l'État. Dans son utopie, le chancelier Thomas More dépeint vivement la situation des malheureux qu'atteignaient ces lois atroces. Ouvrez les guillemets. Ainsi il arrive, dit-il, qu'un glouton avide et insatiable, un vrai fléau pour son pays natal, peut s'emparer de milliers d'arpents de terre en les entourant de pieux ou de haies, ou en tourmentant leurs propriétaires par des injustices qui les contraignent à tout vendre. De façon ou d'autre, de gré ou de force, il faut qu'ils déguerpissent tous, pauvres gens, cœurs simples, hommes, femmes, époux, orphelins, veuves, mères avec leurs nourrissons et tout leur avoir. Peu de ressources mais beaucoup de têtes, car l'agriculture a besoin de beaucoup de bras. Il faut, dis-je, qu'ils traînent leurs pas loin de leurs anciens foyers, sans trouver un lieu de repos. Dans d'autres circonstances, la vente de leur mobilier et de leurs ustensiles domestiques eût pu les aider, si peu qu'ils valent. Mais, jetés subitement dans le vide, ils sont forcés de les donner pour une bagatelle. Et quand ils ont erré çà et là et mangé jusqu'au dernier liard, que peuvent-ils faire autre chose que de voler, et alors, mon Dieu, d'être pendus avec toutes les formes légales, ou d'aller mendier? Et alors encore on les jette en prison comme des vagabonds, parce qu'ils mènent une vie errante et ne travaillent pas, eux auxquels personne au monde ne veut donner de travail, si empressés qu'ils soient à s'offrir pour tout genre de besogne. Fermez les guillemets. De ces malheureux fugitifs, dont Thomas More, leur contemporain, dit qu'on les força à vagabonder et à voler, ouvre les guillemets, 72 000 furent exécutés sous le règne de Henri VIII. Note 39, fermez les guillemets. Édouard VI. Un statut de la première année de son règne, 1547, ordonne que tout individu réfractaire au travail sera adjugé pour esclave à la personne qui l'aura dénoncé comme truand. Ainsi, pour avoir à son profit le travail d'un pauvre diable, on n'avait qu'à le dénoncer comme réfractaire au travail. Le maître doit nourrir cet esclave au pain et à l'eau, et lui donner de temps en temps quelques boissons faibles et les restes de viande qu'il jugera convenables. Il a le droit de l'astreindre aux besognes les plus dégoûtantes à l'aide du fouet et de la chaîne. Si l'esclave s'absente une quinzaine de jours, il est condamné à l'esclavage à perpétuité et sera marqué au fer rouge de la lettre S sur la joue et le front. S'il a fui pour la 3e fois, il sera exécuté comme félon. Le maître peut le vendre, le léguer par testament, le louer à autrui à l'instar de tout autre bien meuble ou du bétail. Si les esclaves machinent quelque chose contre les maîtres, ils doivent être punis de mort. Les juges de paix ayant reçu information sont tenus de suivre les mauvais garnements à la piste. Quand on attrape un de ces va-nu-pieds, il faut le marquer au fer rouge du signe V sur la poitrine et le ramener à son lieu de naissance, où, chargé de fer, il aura à travailler sur les places publiques. Si le vagabond a indiqué un faux lieu de naissance, il doit devenir pour punition l'esclave à vie de ce lieu, de ses habitants ou de sa corporation. On le marquera d'un S.
Le premier venu a le droit de s'emparer des enfants du vagabond et de les retenir comme apprentis, les garçons jusqu'à 24 ans, les filles jusqu'à 20. S'ils prennent la fuite, ils deviennent jusqu'à cet âge les esclaves des patrons, qui ont le droit de les mettre au fer, de leur faire subir le fouet, etc., à volonté. Chaque maître peut passer un anneau de fer autour du cou, des bras ou des jambes de son esclave, afin de mieux le reconnaître et d'être plus sûr de lui. Note 40. La dernière partie de ce statut prévoit le cas où certains pauvres seraient occupés par des gens ou des localités qui veuillent bien leur donner à boire et à manger et les mettre au travail. Ce genre d'esclaves de paroisse s'est conservé en Angleterre jusqu'au milieu du XIXe siècle, sous le nom de roundsmen, hommes qui font les rondes. Élisabeth, 1572. Les mendiants sans permis et âgés de plus de 14 ans devront être sévèrement fouettés et marqués au fer rouge à l'oreille gauche si personne ne veut les prendre en service pendant 2 ans. En cas de récidive, ceux âgés de plus de 18 ans doivent être exécutés si personne ne veut les employer pendant 2 années. Mais, pris une 3e fois, ils doivent être mis à mort, sans miséricorde, comme félons. On trouve d'autres statuts semblables. 18 Élisabeth, chapitre 13, loi de 1597. Sous le règne aussi maternel que virginal de Queen Bess, on pendit des vagabonds par fournée, rangés en longue file. Il ne se passait pas d'année qu'il n'y eut 300 ou 400 d'accrochés à la potence dans un endroit ou dans un autre, dit Stripe dans ses annales. D'après lui, le Somersetshire seul en contint en une année 40 d'exécutés, 35 de marqués au fer rouge, 37 de fouettés et 183, vauriens incorrigibles, de relâchés. Cependant, ajoute ce philanthrope, ouvre les guillemets, ce grand nombre d'accusés ne comprend pas le 5e des crimes commis, grâce à la nonchalance des juges de paix et à la sotte compassion du peuple. Dans les autres comtés de l'Angleterre, la situation n'était pas meilleure et dans plusieurs, elle était pire. Note 41, fermez les guillemets. Jacques Ier. Tous les individus qui courent le pays et vont mendier sont déclarés vagabonds, gens sans aveu. Les juges de paix, tous bien entendu propriétaires fonciers, manufacturiers, pasteurs, etc., investis de la juridiction criminelle, à leurs sessions ordinaires sont autorisés à les faire fouetter publiquement et à leur infliger 6 mois de prison à la première récidive et 2 ans à la seconde. Pendant toute la durée de l'emprisonnement, ils peuvent être fouettés aussi souvent et aussi fort que les juges de paix le trouveront à propos. Les coureurs de pays rétifs et dangereux doivent être marqués d'une lettre R sur l'épaule gauche, et si on les reprend à mendier, exécutés sans miséricorde et privés de l'assistance du prêtre. Ces statuts ne furent abolis qu'en 1714. En France, où vers la moitié du XVIIe siècle les truands avaient établi leur royaume et fait de Paris leur capitale, on trouve des lois semblables. Jusqu'au commencement du règne de Louis XVI, ordonnance du 13 juillet 1777, tout homme sain et bien constitué, âgé de 16 à 60 ans et trouvé sans moyen d'existence et sans profession, devait être envoyé aux galères. Il en est de même du statut de Charles Quint pour les Pays-Bas du mois d'octobre 1537. Du premier édit des États et des villes de Hollande du 19 mars 1614, de celui des Provinces-Unies du 25 juin 1649, etc. C'est ainsi que la population des campagnes, violemment expropriée et réduite au vagabondage, a été rompue à la discipline qu'exige le système du salariat par des lois d'un terrorisme grotesque, par le fouet, la marque au fer rouge, la torture et l'esclavage. Ce n'est pas assez que d'un côté se présentent les conditions matérielles du travail, sous forme de capital, et de l'autre des hommes qui n'ont rien à vendre, sauf à leur puissance de travail. Il ne suffit pas non plus qu'on les contraigne par la force à se vendre volontairement. Dans le progrès de la production capitaliste, il se forme une classe de plus en plus nombreuse de travailleurs qui, grâce à l'éducation, la tradition, l'habitude, subissent les exigences du régime aussi spontanément que le changement des saisons. Dès que ce mode de production a acquis un certain développement, son mécanisme brise toute résistance. La présence constante d'une surpopulation relative maintient la loi de l'offre et de la demande du travail, et partant le salaire, dans des limites conformes aux besoins du capital, et la sourde pression des rapports économiques achève le despotisme du capitaliste sur le travailleur. Parfois, on a bien encore recours à la contrainte, à l'emploi de la force brutale, mais ce n'est que par exception. Dans le cours ordinaire des choses, le travailleur peut être abandonné à l'action des lois naturelles entre guillemets de la société, c'est-à-dire à la dépendance du capital, engendrée, garantie et perpétuée par le mécanisme même de la production.
Il en est autrement pendant la genèse historique de la production capitaliste. La bourgeoisie naissante ne saurait se passer de l'intervention constante de l'État. Elle s'en sert pour régler, entre guillemets, le salaire, c'est-à-dire pour le déprimer au niveau convenable, pour prolonger la journée de travail et maintenir le travailleur lui-même au degré de dépendance voulu. C'est là un moment essentiel de l'accumulation primitive. La classe salariée, qui surgit dans la dernière moitié du XIVe siècle, ne formait alors, ainsi que dans le siècle suivant, qu'une très faible portion de la population. Sa position était fortement protégée, à la campagne par les paysans indépendants, à la ville par le régime corporatif des métiers. À la campagne comme à la ville, maîtres et ouvriers étaient socialement rapprochés. Le mode de production technique ne possédant encore aucun caractère spécifiquement capitaliste, la subordination du travail au capital n'était que dans la forme. L'élément variable du capital l'emportait de beaucoup sur son élément constant. La demande de travail salarié grandissait donc rapidement avec chaque nouvelle accumulation de capital, tandis que l'offre de travailleurs ne suivait que lentement. Une grande partie du produit national, transformé plus tard en fonds d'accumulation capitaliste, entrait alors encore dans le fonds de consommation du travailleur. La législation sur le travail salarié, marquée dès l'origine au coin de l'exploitation du travailleur et désormais toujours dirigée contre lui, note 42, fut inaugurée en Angleterre en 1349 par le Statute of Labourers d'Édouard III. Ce statut a pour pendant en France l'ordonnance de 1350, promulguée au nom du roi Jean. La législation anglaise et la législation française suivent une marche parallèle, et leur contenu est identique. Je n'ai pas à revenir sur ces statuts en tant qu'ils concernent la prolongation forcée de la journée de travail, ce point ayant été traité précédemment. Chapitre 10. Le Statute of Labourers fut promulgué sur les instances pressantes de la Chambre des communes, c'est-à-dire des acheteurs de travail. Ouvre les guillemets. Autrefois, dit naïvement un Tory, les pauvres demandaient un salaire si élevé que c'était une menace pour l'industrie et la richesse. Aujourd'hui, leur salaire est si bas qu'il menace également l'industrie et la richesse, et peut-être plus dangereusement que par le passé. Note 43, fermez les guillemets. Un tarif légal des salaires fut établi pour la ville et la campagne, pour le travail à la tâche et le travail à la journée. Les ouvriers agricoles durent se louer à l'année, ceux de la ville faire leurs conditions, ouvre les guillemets, sur le marché public, fermez les guillemets. Il fut interdit, sous peine d'emprisonnement, de payer au-delà du salaire légalement fixé. Mais celui qui touche le salaire supérieur encourt une punition plus sévère que celui qui le donne. De plus, les sections 18 et 19 du statut d'apprentissage d'Élisabeth punissent de 10 jours de prison le patron qui paye un trop fort salaire et de 21 jours l'ouvrier qui l'accepte. Non content de n'imposer aux patrons individuellement que des restrictions qui tournent à leur avantage collectif, on traite en cas de contravention le patron en compère et l'ouvrier en rebelle. Un statut de 1360 établit des peines encore plus dures et autorisa même le maître à extorquer du travail au tarif légal à l'aide de la contrainte corporelle. Tout contrat, serment, etc., par lesquels les maçons et les charpentiers s'engageaient réciproquement, furent déclarés nuls et non avenus. Les coalitions ouvrières furent mises au rang des plus grands crimes et y restèrent depuis le XIVe siècle jusqu'en 1824. L'esprit du statut de 1349, et de ceux auxquels il servit de modèle, éclate surtout en ceci que l'on y fixe un maximum légal, au-dessus duquel le salaire ne doit point monter, mais que l'on se garde bien de prescrire un minimum légal au-dessous duquel il ne devrait pas tomber. Au XVIe siècle, la situation des travailleurs s'était, on le sait, fort empirée. Le salaire nominal s'était élevé, mais point en proportion de la dépréciation de l'argent et de la hausse correspondante du prix des marchandises. En réalité, il avait donc baissé. Toutefois, les lois sanctionnées en vue de sa réduction n'en restèrent pas moins en vigueur, en même temps que l'on continuait à couper l'oreille et à marquer au fer rouge ceux que, entre guillemets, personne ne voulait prendre à son service. Par le statut d'apprentissage d'Élisabeth, 5 Élise 3, les juges de paix, et il faut toujours y revenir, ce ne sont pas des juges dans le sens propre du mot, mais des landlords, des manufacturiers, des pasteurs et autres membres de la classe nantie faisant fonction de juges, furent autorisés à fixer certains salaires et à les modifier suivant les saisons et le prix des marchandises. Jacques Ier étendit cette réglementation du travail aux tisserands, aux fileurs et une foule d'autres catégories de travailleurs, note 44, Georges II étendit les lois contre les coalitions ouvrières à toutes les manufactures.
Pendant la période manufacturière proprement dite, le mode de production capitaliste avait assez grandi pour rendre la réglementation légale du salaire aussi impraticable que superflue. Mais on était bien aise d'avoir sous la main, pour des cas imprévus, le vieil arsenal du CAS. Sous George II, le Parlement adopta un bill défendant aux compagnons tailleurs de Londres et des environs de recevoir aucun salaire quotidien supérieur à 2 shillings 7 pence et demi, sauf les cas de deuil général. Sous George III, 13 George III, chapitre 68, les juges de paix sont autorisés à régler le salaire des tisseurs en soie. En 1796, il faut même 2 arrêts de cour supérieure pour décider si les ordonnances des juges de paix sur le salaire s'appliquent également aux travailleurs non agricoles. En 1789, un acte du Parlement déclare encore que le salaire des mineurs d'Écosse devra être réglé d'après un statut du temps d'Élisabeth, et 2 actes écossais de 1661 et de 1671. Mais sur ces entrefaites, les circonstances économiques avaient subi une révolution si radicale qu'il se produisit un fait inouï dans la Chambre des communes. Dans cette enceinte, où depuis plus de 400 ans on ne cessait de fabriquer des lois pour fixer au mouvement des salaires le maximum qu'il ne devait en aucun cas dépasser, Whitebread vint proposer, en 1796, d'établir un minimum légal pour les ouvriers agricoles. Tout en combattant la mesure, Pitt convint cependant que les pauvres étaient dans une situation cruelle. Enfin, en 1813, on abolit les lois sur la fixation des salaires. Elle n'était plus en effet qu'une anomalie ridicule, à une époque où le fabricant régissait de son autorité privée ses ouvriers par des édits qualifiés de règlements de fabrique, où le fermier complétait à l'aide de la taxe des pauvres le minimum de salaire nécessaire à l'entretien de ses hommes de peine. Les dispositions des statuts sur les contrats entre patrons et salariés, d'après lesquels, en cas de rupture, l'action civile est seule recevable contre les premiers, tandis que l'action criminelle est admise contre les seconds, sont encore aujourd'hui en vigueur. Les lois atroces contre les coalitions tombèrent en 1825, devant l'attitude menaçante du prolétariat. Cependant, on n'en fit point table rase. Quelques beaux restes des statuts ne disparurent qu'en 1859. Enfin, par la loi du 29 juin 1871, on prétendit effacer les derniers vestiges de cette législation de classe en reconnaissant l'existence légale des trade unions, sociétés ouvrières de résistance. Mais par une loi supplémentaire de la même date, An Act to Amend the Criminal Law Relating to Violence, Threats and Molestation, les lois contre la coalition se trouvèrent de fait rétablies sous une nouvelle forme. Les moyens auxquels, en cas de grève ou de lock-out, on appelle ainsi la grève des patrons qui se coalisent pour fermer tous à la fois leurs fabriques. Les moyens auxquels, en cas de grève ou de lock-out, les ouvriers peuvent recourir dans l'entraînement de la lutte, soutrait par cet escamotage parlementaire au droit commun, tombèrent sous le coup d'une législation pénale d'exception, interprétée par les patrons en leur qualité de juges de paix. 2 ans auparavant, c'est cette même Chambre des communes et ce même M. Gladstone qui, par l'édit supplémentaire de 1871, ont inventé de nouveaux délits propres aux travailleurs, avait honnêtement fait passer en seconde lecture un bill pour mettre fin, en matière criminelle, à toute loi d'exception contre la classe ouvrière. Pendant 2 ans, nos fins compères s'en tinrent à la seconde lecture. On traîna l'affaire en longueur jusqu'à ce que le grand parti libéral, entre guillemets, eût trouvé dans une alliance avec les Tories le courage de faire volte-face contre le prolétariat qu'il avait porté au pouvoir. Et, non content de cet acte de trahison, le grand parti libéral, toujours sous les auspices de son onctueux chef, permit aux juges anglais, toujours empressés à servir les classes régnantes, d'exhumer les lois surannées sur la conspiration pour les appliquer à des faits de coalition. Ce n'est, on le voit, qu'à contre-cœur et sous la pression menaçante des masses, que le Parlement anglais renonce aux lois contre les coalitions et les trade unions, après avoir lui-même, avec un cynisme effronté, fait pendant 5 siècles l'office d'une trade union permanente des capitalistes contre les travailleurs. Dès le début de la tourmente révolutionnaire, la bourgeoisie française osa dépouiller la classe ouvrière du droit d'association que celle-ci venait à peine de conquérir. Par une loi organique du 14 juin 1791, tout concert entre les travailleurs pour la défense de leurs intérêts communs fut stigmatisé d'attentat contre la liberté et la Déclaration des droits de l'homme, punissable d'une amende de 500 livres jointe à la privation pendant 1 an des droits de citoyens actifs. Note 45. Ce décret, qui, à l'aide du code pénal et de la police, trace à la concurrence entre le capital et le travail des limites agréables aux capitalistes, a survécu aux révolutions et aux changements de dynastie. Le régime de la terreur lui-même n'y a pas touché.
Ce n'est que tout récemment qu'il a été effacé du code pénal, et encore, avec quel luxe de ménagement. Rien qui caractérise ce coup d'État bourgeois comme le prétexte allégué. Le rapporteur de la loi, Chapelier, que Camille Desmoulins qualifie d'ergoteur misérable, note 46, veut bien avouer que, ouvrez les guillemets, le salaire de la journée de travail devrait être un peu plus considérable qu'il ne l'est à présent, car dans une nation libre, les salaires doivent être assez considérables pour que celui qui les reçoit soit hors de cette dépendance absolue que produit la privation des besoins de première nécessité et qui est presque celle de l'esclavage. Fermez les guillemets. Néanmoins, il est d'après lui instant de prévenir le progrès de ce désordre, savoir les coalitions que forment les ouvriers pour faire augmenter le prix de la journée de travail, et pour mitiger cette dépendance absolue qui est presque celle de l'esclavage. Il faut absolument le réprimer. Et pourquoi ? Parce que les ouvriers portent ainsi atteinte à la liberté des entrepreneurs de travaux, les ci-devant maîtres, et qu'en empiétant sur le despotisme de ces ci-devant maîtres de corporations, on ne l'aurait jamais deviné, ils cherchent à recréer les corporations anéanties par la Révolution.